Elles trônent perchées sur leur pilotis au centre du bassin d'Arcachon, au bout de l'île aux oiseaux. Voici les fameuses cabanes Tchanké du gascon Tchank, qui signifie échasse. C'est ces anciennes cabanes d'ostréiculteurs, désormais sous la protection du Conservatoire du littoral, sont devenues le symbole, l'emblème de ce bassin. Mais aujourd'hui, nous allons aller derrière la carte postale de la dune du Pilat, au fond de la lagune, en passant par une étonnante exploration sous-marine. Nous allons vous faire découvrir des aspects méconnus de ce territoire aussi mouvant qu'émouvant, cap sur le bassin d'Arcachon. On l'a longtemps surnommée la petite mer de Buch. Il faut dire qu'avec ses dimensions, 20 km de large sur 11 de long, le bassin d'Arcachon est un lieu unique en Europe. Unique car sans la puissance des courants qui le traversent, ce bassin aurait fini en lac. Toutes les 6 heures, la lagune se vide et se remplit. Lors des gros coefficients de marée, 300 millions de mètres cubes d'eau circulent par le goulet qui relie le bassin à l'océan. C'est un espace sous l'influence des vents dominants, de la houle, de l'hydraulique. Illustration de la puissance des forces naturelles mises en œuvre ici, les passes du banc d'Arguin par lesquelles le bassin se vide à marée basse, creusant des chenaux profonds propices à la navigation. Ces passes, au nombre de 2, se déplacent en permanence selon un cycle d'environ 90 ans depuis le Cap Ferré vers la dune du Pilat. Et c'est pour cette raison que cet endroit en mouvement perpétuel a toujours été craint par les navigateurs. Le bassin se mérite. Mais si l'Atlantique peut être ici extrêmement dangereux, il sait aussi parfois se montrer plus pacifique. Avec ses eaux translucides, son sable lumineux, le banc d'Arguin n'a rien à envier au paysage de Polynésie. Classé réserve naturelle, uniquement accessible en bateau, ce banc de sable change de forme au gré des marées. Face à lui, la sentinelle du bassin, la fameuse dune du Pilat. 500 mètres de large, près de 3 km de long, elle mesure actuellement 109 mètres de haut. C'est la plus haute dune littorale en Europe. C'est au pied de ce monument naturel qui fait partie du réseau des grands sites de France que nous retrouvons Philippe Jacques. Bonjour Philippe. Bonjour Eric. Petite question de vocabulaire pour commencer. Pilat, c'est PI-LAT ou PY-LA? Alors effectivement, on a les deux appellations sur le secteur, mais pour la dune, c'est PI-LAT. Pourquoi? Ça vient de pile, le tas de sable. C'est un mot gascon qui évoque... Tout à fait. Quel tas de sable? 60 millions de mètres cubes. Est-ce qu'elle a toujours été là et dans de telles dimensions? Alors, elle a toujours été là, mais pas dans de telles dimensions. Effectivement, elle s'est structurée au fur et à mesure des âges et sa condition maximale, on l'a obtenue ces 2 derniers siècles, en fin de compte. C'est-à-dire la hauteur maximale est arrivée à la fin du 19e, début 20e. À l'échelle des temps géologiques, c'est récent en fait. C'était hier. Ce que Philippe veut nous montrer est inattendu, étonnant, un chantier de fouilles archéologiques. Car la dune est une archive naturelle dissimulant des milliers d'années d'histoire climatique et humaine. Les strates de sable se sont superposées, les plus récentes recouvrant les plus anciennes. À 80 mètres, on est au 19e siècle, à 40 mètres au 17e. Plus on se rapproche de l'océan, plus on remonte le temps. Le terme que vous utilisez, vous les scientifiques, c'est paléosol. Qu'est-ce que c'est exactement? Paléosol, dans sa terminologie, c'est sol ancien. Voilà. Ce sont des sols d'occupation où il y avait des milieux forestiers. Donc ils se sont bien matérialisés, bien cristallisés à l'intérieur du sable jaune, donc par la forme de noir, ces traces noires que l'on aperçoit à flanc de dune. Au plus bas, c'est donc le paléosol 1. Logiquement, on est à quelle période? Paléosol 1, lui, remonte entre 8000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire la fin de l'époque néolithique, la fin de la préhistoire. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on voit derrière nous, ce qu'on pourrait prendre comme du pétrole et c'est pas du tout, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est les éléments de l'ancien paléosol 1 qui se sont fragmentés avec l'avancée de la mer. Là, nous sommes à 4 mètres d'altitude. Voilà, une frange qui est entre 4 et 10 mètres parce que ça varie un peu. Effectivement, on est sur le paléosol 2.
Alors, paléosol de quelle période? Paléosol 2, ben là on est au milieu des âges des métaux, c'est-à-dire au début du premier âge du fer, quelque part entre le 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est la chantier de fouille, qu'est-ce qu'on trouve? En fin de compte, les gens, à ces époques-là, ils n'avaient pas comme nous des recyclages et des poubelles où ils mettaient leurs déchets. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Autour des habitats, ils rejetaient tout ce qu'ils n'avaient pas besoin. Donc nous, qu'est-ce qu'on fouille? On fouille leurs poubelles. Alors, vous avez quelques exemples à nous montrer? Voilà, quelques fragments de céramique qui ont été retrouvés, pas sur ce site-là, mais sur un site limitrophe, qui ont été trouvés dans les années 80-90. Voilà. Ce sont des fragments de poterie non tournés, puisqu'à l'époque, on ne tournait pas la céramique. Il y a des petits dessins. Voilà, Là. il y a C'est effectivement de la décoration. des décorations à la main qui est faite avant cuisson de la céramique. Est-ce qu'il y a d'autres beaux objets qui ont été trouvés sur ces sols? Oui, notamment ce fond d'urne, puisqu'ici, c'est pas la partie haute, c'est la partie basse du vase, c'est là où reposait le vase, donc c'est une urne. Voilà. Rappelez-moi la datation. Alors là, on est toujours à la même période, toujours cette période protohistorique du début du premier âge du fer, autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Je connais plus d'un touriste qui vient l'été ici soir bronzé qui ne se doute pas qu'il est à côté d'un site aussi riche. Tout à fait. Quand on disait aux gens qu'on fouillait, qu'on trouvait des restes d'habitat, ils ne nous croyaient pas du tout. Alors lorsqu'on leur a dit qu'on faisait un terre-plein pour installer des chaises longues, là c'est passé sans problème. Alors voilà, là on est sur un habitat du 17e d'ailleurs. Voilà, un fragment de céramique de cette époque-là, première moitié 17e. Il y en a un peu partout ici, donc on est sur une zone d'occupation de la première moitié du 17e. Quand vous nous parlez d'habitat au XVIIe siècle, ça signifie quoi? On est en plein milieu forestier. Donc là, on n'est plus comme à l'époque protohistorique, à la fois sur le milieu maritime et sur le milieu forestier. On est en plein milieu forestier, c'est-à-dire des habitats liés aux activités de résinage et de production de goudron végétal. C'est-à-dire que les arbres étaient sur la dune à ce moment-là? Les arbres étaient sur la dune, il n'y avait pas de dune, c'était recouvert par une forêt. Ces milieux, vous les avez fouillés également. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, essentiellement de la céramique, comme sur les zones plus bas. On a un peu plus d'éléments construits, c'est-à-dire des fragments de tuiles, quelques fragments de pierre qui annoncent quand même qu'on a des éléments de bâti un peu plus structurés. Donc on retrouve ces éléments-là à l'intérieur de ces sols. Il reste beaucoup pour arriver tout en haut? Il reste 60-70 mètres. De dénivelé? De dénivelé. Allez, courage, on y va? Allez. À l'assaut. C'est magique à chaque fois, l'ascension de la dune. Hein. D'un côté ou de l'autre, les points de vue sont magnifiques. C'est vraiment une frontière entre deux couleurs, deux espaces. Voilà, tout à fait. On est entre deux mondes, le monde du liquide et le monde du solide, avec une ligne jaune qui sépare l'ensemble. Ce monument de sable, en fait, il est en permanence en mouvement. Complètement. La mer érode d'un côté, le vent pousse de l'autre et la dune s'étale dans la forêt. Donc en fin de compte, au fur et à mesure, on a un déplacement de la masse sableuse sur 4 à 5 mètres chaque année sur la forêt. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte lorsqu'on voit au pied de la dune des blocos qui, eux, datent de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tout à fait. Il y a 70 ans, ils étaient au sommet de la dune. Maintenant, ils sont sur la plage. Je crois qu'il y a même des blocos qui sont sous l'eau aujourd'hui. Tout à fait. Sur la pointe des Galounets, qui est donc au sud de la dune, l'ensemble des blocos se trouve sous l'eau. Ça signifie en 60 ans, 150 mètres de recul quasiment. Par endroit, oui, facilement. Ce mouvement, il va continuer, on le sait. Il va continuer, mais il va être indéfini jusqu'à recouvrir une partie de la forêt et arriver dans quelques décennies au pied de la route. Nous quittons la dune du Pilat pour rejoindre le fond du bassin du côté d'Andernos. À chaque marée basse, l'eau qui descend découvre les 2 tiers de ce territoire, enfantant d'immenses espaces, des prés salés, des vasières, au milieu desquels coule une multitude de petits ruisseaux qu'on appelle en Gascogne les esteilles. Le bassin, c'est une histoire d'eau. Salut Claude. Salut Eric. Oh là, t'es bien équipé là. Allez, tu prends une paire. Tu vas peut-être en avoir besoin tout à l'heure. Ah, ça pourrait nous servir. Ça peut servir. Ouais. On va vers où? Vers l'océan. Pour le moment, l'océan, je le vois pas. Je vois le bassin vide. Il est loin, oui. Et pour bien comprendre ce bassin, il faut quand même parler de ce cours d'eau, la Leie. Oui, c'est une petite rivière qui était un fleuve autrefois. Le bassin était tout simplement l'estuaire de cette rivière. Quand la marée est haute, la Leie, elle coule sous l'eau, mais à marée basse, on voit très bien ces chenaux. Oui, elle draine et elle creuse toute une partie du fond du bassin. C'est un apport d'eau douce assez considérable, néanmoins. C'est cette masse d'eau supplémentaire qui empêche que le bassin ne se ferme. Donc un mélange d'eau douce, d'eau salée, c'est un écosystème particulier. Et donc dans les prés salés,
Pour survivre, les plantes, il faut qu'elles soient ingénieuses. Oui, ce sont toujours des... Il y a très peu d'espèces de plantes de présalé. Des espèces qui se sont adaptées au fait qu'à marée haute, pendant les grands coefficients, elles sont submergées, elles sont sous l'eau. Par exemple, il y a des plantes qui ne respirent, qui bloquent leur respiration quand la marée arrive. En apnée, quoi. En apnée complètement, tout le temps de la marée haute. Et puis quand la marée repart, quand l'eau repart, elles se remettent à respirer. Grâce à cette faible salinité et à la qualité de ses eaux, la lagune est depuis toujours une pouponnière naturelle, notamment pour les huîtres. Déjà, du temps des Romains, le poète Ozone célébrait les huîtres du bassin. Il s'agissait de la gravette, une espèce sauvage, aujourd'hui disparue, que durant des siècles on s'est contenté de ramasser, ratisser. Puis sous Napoléon III, grâce à l'invention des techniques permettant de capter les naissins, les bébés huîtres, l'ostréiculture moderne voit le jour. Que l'on soit en promenade ou ostréiculture, les vasières, c'est quand même un milieu plutôt délicat pour se déplacer. Oui, il faut faire très attention quand même, ça peut être très mou, donc d'où l'utilisation de ces petits engins. Alors c'est quoi? Ce sont des patins pour la vase que l'on appelle localement des mastounes. On enfile le pied dedans et puis on serre. Voilà. Les ostréiculteurs, ils utilisaient ces patins? Alors ils utilisaient ça, oui, c'était vraiment l'outil quotidien. Oh, je la perds derrière, dis donc. Je suis pas sûr d'arriver au bout. Hein. Si. Tu lèves toujours par le bout du pied. Voilà. Ça semble être un lieu inerte. On se dit, la vie, elle ne peut pas se développer dans ces vasières. Alors, au contraire, c'est un milieu très très riche, très austère parce que c'est découvert 2 fois par 24 heures. Mais il y a une vie qui se développe, qui est spécifique. Il y a peu d'espèces, mais en très grande quantité. Et si on creuse? Alors, si on creuse, tu vois, tu as ces petits tortillons de sable qui sont épurés. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Voilà, à chaque tortillon vit un ver qui s'appelle l'arénicole, qui consomme la matière vivante qu'il trouve dans le sable, qui la filtre et qui rejette la matière minérale inerte sur le dessus. On va essayer d'en trouver un. C'est pas toujours évident parce que... Hop, coup de peau, voilà la bête. Oh, dis donc, mais il est mastoc. Alors, on peut avoir des plus gros que celui-là. On peut avoir des plus gros que celui-là. Voilà l'arénicole. Hein, donc, l'entrée est par ici, la sortie est par là. Donc, c'est un espèce de système digestif du bassin. Voilà, c'est un truc qui se nourrit de la matière vivante qui est dans le sable superficiel. Chaque petit tortillon sur la vasière que l'on voit et sur des centaines d'hectares, c'est un arénicole qui est là. Donc ça, c'est un mets de choix pour les oiseaux. Les oiseaux, les échassiers en particulier, qui viennent fréquenter ces territoires. Dieu sait que dans le bassin, c'est une zone à oiseaux. Alors c'est une zone à oiseaux à cause de toute cette vie qui se développe sur les vasières. Lorsqu'on est ici, on a quand même des points de vue totalement inédits sur le bassin. Là, je vois les cabanes Tchanké, un peu comme un mirage. C'est le coin des amoureux du bassin, le fond? Tu vois, c'est le coin où il faut quand même se la donner. C'est-à-dire qu'on part avec des couleurs et des odeurs à nul autre pareil. Merci Claude, je te laisse, je crois que tu as rendez-vous tout au bout là-bas. Voilà, j'ai des oiseaux à voir là-bas. Allez, au revoir. Allez, salut. La magie du bassin, c'est de pouvoir offrir sur un espace relativement limité des ambiances, des univers très différents. Direction la presqu'île du Cap Ferret, un cordon littoral de 25 km séparant l'océan et le bassin. Durant très longtemps, le Cap Ferret n'était qu'un point de chute pour les pêcheurs, un petit désert de pins et de dunes. C'est devenu l'un des endroits les plus prisés sur la côte atlantique. Salut Franck. Ok, bonjour. Comment vas-tu Eric? Bien. C'est couvert ou c'est une impression? Ah, c'est une impression. Avec la marée, ça va basculer, on va repasser au soleil. Bon. Voilà, bienvenue sur Scooby-Doo. C'est le nom du bateau? Ok, nickel. Franck a plongé dans toutes les mers du monde, les eaux chaudes, pleines de gros poissons et de coraux multicolores. Pourtant, aujourd'hui, il ne jure plus que par le bassin. Après quelques minutes en bateau, nous jetons l'ancre, pas très loin des cabanes multicolores du village ostréicole de l'Herbe. Instinctivement, plonger dans le bassin, je me dis, c'est pas l'endroit où on va voir le plus de choses. Alors, au contraire, c'est quand même un endroit très riche. Et comme disait Cousteau, l'avantage du bassin, c'est le monde de la macrodiversité, le monde du petit.
Tout est juvénile, tout rentre se reproduire dans le bassin, en partie sauf le bar. Et on a de très belles surprises à découvrir, dont notamment une espèce de poisson dont tu seras vraiment étonné. Allez, on y va, on se prépare, Allez. on fait une bascule. On est parti. Tu y es 1, 2, 3. En compagnie de Fabien Douarin, biologiste à l'université de Bordeaux 1, nous partons avec dans un coin de la tête cette interrogation: quel est donc ce poisson étonnant? Sous l'eau, peu de visibilité. Au milieu des austères, ces plantes aquatiques marines, nous croisons d'abord une seiche qui, bien sûr, fuit notre présence. Puis une sole, ce poisson tout plat, avec ses 2 yeux sur le dessus. Et là, soudain, une apparition. Un trésor de délicatesse. Un étrange poisson dont la forme si particulière lui a valu le surnom de cheval de mer, l'hippocampe. Ils viennent se protéger pour dormir dans les herbiers, se reproduire, mais aussi c'est un lieu comme une maison, on va dire. Et à côté, il y a toute l'alimentation dans l'estelle avec tout ce qui est après petits crustacés, alevins et autres, puisque ça reste quand même des poissons qui s'alimentent d'alevins et de petits poissons des autres aussi. Alors l'hippocampe, pour se déplacer, est muni de 2 petites nageoires costales qui sont de part en part de la tête, de chaque côté, une grande nageoire caudale, et en fait sa queue lui sert en fait de bout pour se raccrocher à un objet, un endroit, un austère, un parc. Donc c'est un moyen aussi de gouverner la queue de l'hippocampe. Le spectacle, il est magique parce que c'est aérien. On a l'impression qu'il vole sous l'eau. Complètement, on a l'impression on est dans la 3D, c'est l'avantage. Puis là, on a l'avantage de pouvoir les accompagner en pleine eau comme ça. Qu'est-ce qui vous touche, Fabien, avec ce poisson? En fait, ça touche tout le monde parce que c'est un poisson qui n'a pas du tout le comportement habituel des poissons. D'abord, il s'enfuit pas quand on le voit. Il vous regarde avec des gros yeux ronds qui sont complètement mobiles séparément, c'est-à-dire qu'il peut regarder une personne avec un œil et une autre. Et c'est ce que je disais, il ne fuit pas. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a nui pendant une longue période, parce qu'en fait, il était tellement facile à attraper que les gens l'attrapaient avec une épuisette, le faisaient sécher, le vernissaient et le vendaient comme souvenir. Et alors il y avait une autre technique qui consistait à le faire sécher, à le concasser pour faire de la poudre aphrodisiaque. Non. Si, c'est vrai. L'hippocampe et la famille des cyngnathidae en général ont une particularité, c'est que c'est le mâle qui porte les petits. Donc la femelle vient pondre ses œufs en fait dans la poche ventrale du mâle, qui va les incuber. On peut presque parler d'ovoviviparité. Et quand les petits sont prêts à être éjectés, on ne va pas dire gestation ni accouchement, mais bon, ils sont expulsés par le mâle. On en voit des centaines qui sont expulsés. Ah oui, c'est des centaines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade-là, ils sont recherchés par tout un tas d'autres prédateurs qui vont les consommer. On en fait beaucoup pour qu'il en reste quelques-uns. Est-ce que c'est exceptionnel de trouver des hippocampes? Alors sur notre site, oui, en quantité comme ça, c'est exceptionnel. Le deuxième endroit en France, c'est le bassin de Thôme, on en voit très peu, qui a le même biotope. Parce que finalement, dans les plongeurs, voir un dauphin, une raimanta, voir un requin, c'est assez commun dans votre milieu. Voilà, Et aujourd'hui, des hippocampes? voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens visitent et font des séjours pour observer du gros. Parce que bon, le gros, il est visible, on va dire, c'est facile à voir. Ensuite, c'est vrai que pour l'hippocampe, il arrive d'avoir des plongeurs expérimentés qui ont 500 à 1000 plongées, qui n'ont jamais vu d'hippocampe, qui viennent exprès pour voir de l'hippocampe. Retour dans le fond du bassin, entre Audange et Lanton, plus précisément au domaine de Certes. On y pénètre en traversant d'anciens bâtiments d'exploitation agricole avec juste à côté un petit château. C'était la demeure du marquis de Sivrac, le seigneur de Certes. Sous le règne de Louis XV, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce marquis décida de créer dans la lagune 400 hectares de marais salants. Une œuvre colossale qui donna naissance à une nouvelle géographie. Là, nous sommes à une frontière et pas seulement parce qu'on pénètre dans un espace qui est ici interdit au public. C'est un espace effectivement interdit au public, c'est un espace préservé. On rentre dans un domaine endigué. Donc là, on franchit une rivière pour entrer sur une zone qui a été prise sur la mer, qui est un polder.
Et l'intérieur où nous sommes est un lieu un peu privilégié puisque c'est l'endroit où l'on préserve un peu toute la biodiversité qui existe sur le lieu. On est sur une zone où on est en dessous du niveau de la mer. Si on n'était pas protégé par les digues, on serait à marée haute, on serait les pieds dans l'eau en ce moment. Vue du ciel, Sèrte est une mosaïque de digues et de bassins. La création des marais salants fut d'abord une réussite économique, mais les producteurs de sel charentais firent pression pour que l'exonération de taxes dont le site bénéficiait soit levée. Le marquis de Sivrac mourut ruiné. Au XIXe siècle, il y a un personnage important qui reprend le domaine, Ernest Valton de Boissière, et l'a façonné de façon à faire un élevage de poissons basé sur un alvinage passif, c'est-à-dire de faire rentrer des alevins du bassin d'Arcachon à l'intérieur du domaine où il s'est aperçu, comme il y avait des faibles profondeurs d'eau, il y avait une productivité très forte et donc une croissance rapide des alevins. Alors par exemple, là, nous sommes à une écluse. Concrètement, comment ça fonctionne la pisciculture ici? Généralement, on les ouvre à marée basse, mais un tout petit peu de façon à faire un appel d'eau qui permet de faire venir les alevins. Les alevins remontent le courant naturellement et se présentent devant la pelle de l'écluse, donc la barrière, et se concentrent. Et quand il y a la renverse de la marée, c'est-à-dire que quand le bassin d'Arcachon est plus haut que l'eau à l'intérieur du domaine, on ouvre carrément l'écluse, et là, l'eau et les alevins rentrent à l'intérieur du domaine à ce moment-là. Ça avait beaucoup de rendement, ça a duré longtemps la pisciculture? La pisciculture, elle a duré la fin du 19e et tout le 20e siècle, quasiment. Ça avait un bon rendement, d'une part parce qu'il y avait des espèces qui étaient facilement commerciables, comme le mule, comme l'anguille, qu'ensuite c'était des sites où on pouvait pêcher à tout moment de la saison. Aujourd'hui, c'est totalement terminé? Alors aujourd'hui, c'est pas totalement terminé. Il y a un exploitant, il y a une dizaine d'années, qui s'est proposé de façon à relancer une activité piscicole sur le domaine. Et là, en ce moment, il travaille? Et en ce moment, il travaille, il commence sa saison. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, en pleine action, qu'est-ce qui se passe Voilà, là? on est en train de relever les filets anguilles, puisque la campagne anguille a commencé il y a maintenant 15 jours. Je cible 2 espèces sur mon exploitation piscicole. La crevette l'hiver, les 6 mois d'hiver en gros, et l'anguille les 6 mois d'été. Quand on relève le filet, là, on sait s'il y en a ou c'est comme à chaque fois un peu la surprise? C'est la pêche, hein, c'est toujours une surprise. Parfois bonne, parfois mauvaise. Vous voyez, apparemment, il y en a quelques-unes. Il y en a même pas mal du tout. C'est un animal qui a une vie absolument incroyable, l'anguille. Elle naît dans la mer des Sargasses, uniquement dans la mer des Sargasses, qui se trouve, comme tout le monde le sait, au large des Caraïbes. Donc voilà, il faut traverser le fameux océan Atlantique. À l'aller, en tant qu'alevin, sous forme de civelle, qu'on appelle ici localement la pivale, elles sont portées par le Gulf Stream, qui vient lécher nos côtes. Dès qu'elles sentent un appel d'eau douce, elles remontent les fleuves, puis les rivières, puis les petits cours d'eau. On peut en trouver dans le massif central des anguilles. Et ensuite, quand elle a atteint sa maturité sexuelle, elle fait le chemin inverse pour aller de nouveau se reproduire dans la mer des Sargasses. Elle vit dans de l'eau salée, elle vit dans de l'eau douce. C'est quand même une bestiole vraiment intéressante. En fait, le domaine de Sèrte, comme on peut le voir quand on est en hauteur, c'est une presqu'île. Et là, on atteint le terme de la presqu'île. On est vers les points les plus avancés sur le bassin d'Arcachon et que l'on a derrière nous, là, avec toute la vasière, puisqu'on est à marée basse, qui est présente là. À l'image du bassin d'Arcachon, le domaine, c'est le paradis des oiseaux. C'est un paradis d'oiseaux, effectivement. Le domaine de Sèrte est situé, comme tout le bassin d'Arcachon, sur une des principales voies de migration. Beaucoup d'oiseaux y font escale, d'autres s'y reproduisent ou y passent l'hiver. En fonction des saisons, les spectacles sont tout le temps différents. Quand on dit c'est vraiment un lieu important pour les oiseaux, ça se traduit dans les populations, dans les chiffres? Ça se traduit dans les chiffres, c'est plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux qui sont accueillies ici. Sur une année, on peut en voir plus de 200. La foulque macroule, par exemple, en hiver, c'est 3 000 à 4 000 individus qui sont accueillis sur le domaine de Sèrte. Les spatules blanches, c'est 400 à 500 individus qui peuvent être accueillis au moment des migrations par jour. En fonction des espèces, c'est quelques individus jusqu'à plusieurs milliers suivant l'abondance.
C'est à l'extrême pointe du Cap Ferré que nous allons vous saluer, une pointe qui recule chaque année de 1 à 18 mètres. C'est dire à quel point le bassin est régi par des forces naturelles, des énergies d'une puissance colossale dans une dynamique perpétuelle qui invite l'homme à beaucoup de prudence dans ses actions. Mais c'est aussi sans doute cette fragilité qui contribue à son indicible beauté.